C'est quoi? C'est une honte d'être au chômage ou... Quelque part, oui. C'est aujourd'hui la principale préoccupation des femmes et des hommes en Europe. C'est aussi l'obsession des responsables politiques qui, chacun dans leur camp, ont essayé des remèdes parfois contradictoires. C'est ce que nous verrons dans ce Géopolis en comparant les situations du chômage en Grande-Bretagne, en Espagne, en Allemagne et en France. Mais auparavant, quelques éléments chiffrés sur l'Europe. L'Europe des 12 compte aujourd'hui 16 millions de chômeurs, soit 10% de la population active. Mais cette moyenne cache d'énormes disparités régionales. Très au-dessus de cette barre des 10% de chômeurs, l'Andalousie espagnole, la Sicile et la Calabre italienne avec 30%. Frôlant les 20%, on trouve l'Irlande et le nord-ouest de l'Espagne. Entre 12 et 15% apparaissent notamment le Languedoc-Roussillon, le Nord, au même rang que l'Écosse et l'ex-Allemagne de l'Est. Autour de 10% le reste de l'Europe, seul l'ex-Allemagne de l'Ouest descend en dessous de la moyenne, autour de 7%. Au crible de Géopolis, cette semaine, 4 pays de cette Europe du chômage, 4 pays qui franchissent presque en même temps la barre des 3 millions de chômeurs. La France, 10,5% de sa population active, l'Angleterre, 10,5%, l'Allemagne, 7,5% à l'ouest, 14% à l'est, et enfin l'Espagne, 20% de chômeurs. Ces chômeurs ne sont pas traités de la même manière. Le plus indemnisé, l'Allemand, perçoit en moyenne 5 500 francs. En seconde position, le Français avec 4 000 francs, le troisième est Anglais avec 2 500 francs, le quatrième est Espagnol, il touche 2 000 francs, 2 fois moins que le Français. Et pourtant, le plus généreux dans sa politique contre le chômage n'est pas celui qu'on croit. En pourcentage du PIB, le produit intérieur brut, c'est l'Espagne qui consent le plus gros effort, près de 4%. La France et l'Allemagne font jeu égal avec 3%. L'Angleterre est bonne dernière, elle ne consacre au chômage que 2% de son PIB. Nous allons maintenant retrouver ces 4 pays européens pour évoquer la situation du chômage. Et on va commencer par la première des décennies, les années 60. J'ajoute que va être fondé, institué, par coopération entre le patronat et les syndicats, un fonds national destiné au maintien de l'emploi et assurant aux travailleurs qui tomberaient en chômage un supplément portant l'allocation aux environs du salaire minimum. C'est à l'occasion des vœux de Nouvel An pour 1959 que le général de Gaulle annonce la création de l'UNEDIC, Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce. Syndicats et patronats s'entendent pour financer un fonds d'indemnisation. La France compte 113 000 chômeurs, le plus faible taux de chômage en Europe. C'était une grande aventure, on allait créer des charges sociales nouvelles, alors qu'il n'y avait pas de chômage. Bon, alors on nous disait, vous allez créer quelque chose pour rien. C'est de la charge sociale pour le plaisir de faire de la charge sociale. Jusqu'ici, tout dépendait du lieu de résidence. Certaines municipalités avaient créé des fonds de chômage, d'autres pas. La France, qui achève sa reconstruction, n'est pas particulièrement en avance. En Angleterre, la création d'une assurance chômage remonte à 1911 pour les métiers manuels et à l'après-guerre pour tous les salariés. En Allemagne, le chômeur est indemnisé dès 1927. Ce retard de la France s'explique. Elle est peu touchée par le chômage et continue d'ailleurs à appeler des travailleurs immigrés. 800 000 entre 54 et 64, comme le montre ce reportage filmé à l'époque. En Algérie, la Kabylie, région déshéritée par la nature, est aussi la plus peuplée du pays. 1/10 de la population doit donc s'expatrier de façon régulière pour aller chercher du travail ailleurs. Ailleurs, c'est-à-dire en France, où le marché du travail leur est ouvert comme à tous les Français. En France, 200 000 Kabyles sur les 400 000 ouvriers d'Algérie sont employés dans les industries les plus diverses, où ils constituent d'ailleurs une main-d'œuvre très appréciée. 1967, création de la NPE. On veut reclasser les travailleurs sans emploi victimes des premières modernisations de l'industrie. Ils sont alors 400 000. Le premier secrétaire d'État à l'emploi s'appelle Jacques Chirac. Les causes de cette situation
en un mot, sont d'une part une conjoncture un peu maussade depuis quelques mois, mais sur ce point, comme vous le savez, tous les techniciens s'accordent sur ce point. La reprise va permettre une certaine amélioration du marché de l'emploi, mais d'autre part aussi un certain nombre de causes de structure dues à l'évolution de notre société, à l'accélération de la productivité, à l'accélération des mutations nécessaires pour affronter la compétition dans le cadre du marché commun. La fin des années 60 approche, le chômage est encore considéré en France comme ponctuel et limité. Et nous étions dit que, au pire, dans nos calculs, on aurait 350 000 chômeurs. Qu'à 500 000, Pompidou m'avait dit à 500 000 chômeurs, c'est la Révolution. La Révolution a lieu un an plus tard, pas à cause du chômage. La grève générale du 13 mai 1968 rappelle surtout que les richesses ne profitent pas à tout le monde. Pour atténuer les différences, les accords de Grenelle offriront des hausses de salaire. Mais l'amélioration de la qualité de vie dans l'entreprise est encore à l'époque le principal souci. Le gouvernement fera le nécessaire à temps pour vous protéger du chômage. Il en a la volonté et il en a les moyens. Le ton change. Dès 1975, le cap du million de chômeurs est franchi en France comme en Angleterre et en Allemagne. Les économies totalement dépendantes du pétrole subissent de plein fouet la hausse de 300% décidée par l'OPEP. C'est le premier choc pétrolier. Cette crise met en évidence l'urgence des restructurations industrielles. En France, la sidérurgie en fait les frais malgré l'ampleur de la protestation ouvrière. Le chômage devient alors de longue durée et touche pour la première fois beaucoup de jeunes. Mais il est bien indemnisé, jusqu'à 90% du salaire brut pendant un an pour les licenciés économiques. Un tel niveau de protection ne sera jamais plus atteint. En Angleterre aussi, pendant les années 70, l'indemnisation des chômeurs est proportionnelle à leurs anciens salaires. Mais il faudra, un peu plus tard, en revenir à la pratique ancienne de l'indemnisation forfaitaire, identique pour les cadres et les ouvriers. En dépit de la montée du chômage, les syndicats anglais très organisés n'ont cessé de multiplier les revendications quelquefois étonnantes, comme l'exigence d'une pause à l'heure du thé. On fait même grève, et souvent pour le tea break. Sur les pancartes, bas les pattes, laissez-nous la tasse. Cela va même parfois jusque devant les bureaux du Premier ministre. 10 Downing Street. En 1974, la première grande grève des mineurs anglais commence. Pour tenir, ils organisent des grèves tournantes, travaillant 3 jours par semaine et préservant ainsi une bonne partie de leur salaire. Ils tiennent si longtemps que le gouvernement travailliste d'Harold Wilson tombera en 1976. 1979, Mme Thatcher s'installe au 10 Downing Street. Le Royaume-Uni compte 1 300 000 chômeurs et fait connaissance avec celle qu'on appellera la Dame de Fer. Le monde entier découvre soudain cette femme d'action. C'est un personnage autoritaire et impulsif. Elle ne brille pas par l'originalité de sa pensée politique, elle n'a pas le sens de l'humour, disent les uns. C'est un leader politique remarquable, elle sait convaincre, son esprit est clair et vif, disent les autres. Son credo, le libéralisme sauvera l'Angleterre. Sa méthode, éliminer les blocages sociaux en cassant les syndicats. Elle privatise à tour de bras, notamment le gaz, l'électricité et la sidérurgie. Des pans entiers de l'industrie disparaissent, comme le textile, l'automobile. British Leyland, le fabricant du fameux taxi londonien, ferme ses portes. En 1982, Mme Thatcher fait voter une loi limitant l'exercice du droit de grève. En 5 ans, dès 1984, les 3 millions de chômeurs sont dépassés. Dans un dernier baroud, les mineurs s'engagent dans une grande grève qui durera 9 mois de fin 85 à 86. Malgré le soutien moral et financier d'une partie de la population, ils ne feront pas céder Mme Thatcher qui envoie la police contre eux. À la tête des grévistes, Arthur Scargill, surnommé le roi Arthur pour sa combativité au sein du syndicat des mineurs où il milite depuis l'âge de 15 ans. Après 9 mois de combats et de grève, le roi Arthur a perdu sa couronne, les syndicats anglais sont cassés.
Le bilan social de la Dame de Fer se traduit par la marginalisation d'une partie importante de la population et une perte de 2 millions d'emplois dans l'industrie. Les 2/3 des mineurs ont disparu, la moitié des métallurgistes aussi. En revanche, 2 millions d'emplois sont créés dans les services. C'est la traduction parfaite de la philosophie libérale de Mme Thatcher qui a misé sur le secteur tertiaire. La banque et les assurances fournissent la moitié des nouveaux emplois. Maggie a changé la nature du travail. Son choix se révèle dans un premier temps payant. Le taux de chômage redescend à près de 7% en 1990. Mais sa politique est remise en cause dès son départ en 1991. Élément nouveau, les cadres supérieurs sont touchés par la crise. Comme l'industrie, les services se modernisent et commencent à licencier. Le Royaume-Uni compte de nouveau aujourd'hui 3 millions de chômeurs. Gordon Nugent a 50 ans. Il aime se promener avec son épouse et une de ses 2 filles dans le petit village de Seale, dans le Kent. Leur maison, baptisée Maison Blanche, était acquise après beaucoup de sacrifices. C'était un ancien presbytère. Il n'avait jamais eu l'occasion de faire la vaisselle. Son statut social ne lui permettait pas. Mais aujourd'hui, il a le temps de bavarder avec sa femme. Apparence trompeuse, Gordon est au chômage depuis juillet 92. Il était directeur général. La majeure partie de ses journées est consacrée à la lecture des petites annonces. Il a envoyé pas moins de 600 lettres en 8 mois, répondu à des centaines d'entretiens. Peine perdue. En 2 ans, les cadres supérieurs au chômage dans la région de Londres ont augmenté de 130%. Je ne peux pas dire que c'était une compagnie facile pour laquelle je travaillais, et les relations étaient parfois tendues. Mais j'avais fait de gros efforts, et je pensais que le mauvais moment était passé, et que la compagnie ne souhaitait pas se séparer de moi. Oui, j'ai été surpris. Gordon ne s'attendait pas à être licencié du jour au lendemain par le patron de cette PME de mécanique de précision. La récession a contraint la direction de se séparer de son directeur général. Il gagnait plus de 50 000 francs par mois, plus une voiture de fonction. Aujourd'hui, il reçoit moins de 350 francs par semaine. Il doit assurer lui-même une grande partie de l'entretien de la maison. Bientôt, il ne pourra plus honorer ses traites. Nous adorons la maison et nous pensons qu'elle fait partie de notre vie. Jamais nous penserions la quitter, si ce n'était pour des raisons économiques et notre situation personnelle. Le jour de notre entretien, le ministre de l'économie britannique présentait à la Chambre des communes le nouveau budget, avec peu de mesures en faveur de l'emploi. Il semblerait que le chancelier n'ait pas découragé la reprise actuelle de la croissance. Et ça, en ce qui me concerne, est le plus important. Il est évident que les possibilités pour moi de trouver un autre emploi dépendent largement d'une relance de l'économie. La famille de Gordon ne veut pas renoncer au pub. Traditionnellement un lieu masculin, mais de plus en plus un rendez-vous familial. Judith, sa femme, peut l'inviter. Elle est institutrice à mi-temps et ses 2 filles ont pu obtenir une bourse. On veut oublier les premiers moments de la période de chômage. Quand mon mari est arrivé à la maison et m'a annoncé qu'il avait été licencié, bien sûr, cela a été un choc. Mais une fois les premiers jours passés, il faut se montrer positif. Je l'ai encouragé et j'espère que quelque chose de bon arrivera bientôt. Gordon ne baisse pas les bras. Avec sa voiture d'occasion, il rend visite régulièrement à une société privée chargée du reclassement des cadres supérieurs. Évaluation, remise à niveau et formation très pointue. Le coût est très élevé, souvent pris en charge par le demandeur d'emploi. Il n'existe pas de traitement social du chômage. L'indemnité est faible, quelle que soit son activité antérieure. Mission délicate pour le dirigeant de cette société, avec une priorité absolue, la psychologie. Il y a bien sûr ceux qui ont une attitude différente, qui pensent qu'ils n'auraient pas dû être licenciés et que la compagnie est très mal dirigée, qu'ils sont victimes de cette mauvaise organisation. Ils en veulent à la compagnie et sont très déprimés. Ils ont premièrement besoin d'être réassurés parce que vous ne trouvez pas de travail si vous vous présentez à une interview déprimé et plein de rancœur. Donc la première chose à faire, c'est de leur remonter le moral et leur dire « Regardez votre situation comme une opportunité et non un problème. Considérez ce moment comme une respiration et le départ d'une nouvelle carrière. Oubliez le problème. »
D'autres pensent que la compagnie va les rappeler pour leur dire « Nous avons fait une erreur, revenez s'il vous plaît ». Eh bien non, cela n'arrive pas. En Grande-Bretagne, pas question d'augmenter les allocations chômage. On préfère prendre des mesures visant à encourager le retour des chômeurs de longue durée sur le marché du travail. C'est le cas de Gordon. Il ne demande pas la charité, mais veut retrouver sa dignité. J'ai toujours confiance. Je sais que c'est difficile. Mais je crois aussi que le mieux, c'est de continuer à chercher le même genre d'emploi que celui que j'occupe depuis plus de 8 ans. Gordon ne perd pas espoir. Il sait qu'à son âge, les chances de retrouver un emploi dans les mêmes conditions sont minces. La conjoncture britannique reste sombre. Il pense qu'il devra peut-être quitter cette maison, la région, refaire sa vie ailleurs. À 50 ans, il est à un tournant. Mais il peut compter sur sa femme, ses 2 filles. Elles sont prêtes à le suivre. Il a le temps de méditer sur la réflexion du gouvernement conservateur déclarant « Le chômage est le prix payé pour lutter contre l'inflation ». Loin du régime à la Thatcher, en Espagne, c'est plutôt comme en Italie, la débrouille et le travail au noir. Tandis qu'en France, la gauche échoue sur la fameuse crête des 2 millions de chômeurs dans les années 80. Lorsque vous disiez dans le même discours, l'emploi, en particulier celui des jeunes, ne cesse de s'améliorer. On nous prédisait 1,5 million de chômeurs, ils seront bientôt moins d'1 million. On en compte aujourd'hui 1,7 million. Lorsque vous disiez un certain nombre de signes qui ne trompent pas, montre que le creux de la vague est derrière nous, le 4 décembre 1975. Vous vous êtes toujours trompé. Et comment imaginer que vous pourriez faire demain, si vous étiez réélu, ce que vous n'avez pas su faire au cours d'un premier septennat? Avec l'arrivée des socialistes, la lutte contre le chômage devient l'objectif prioritaire. Création de 170 000 emplois dans les services publics. L'âge de la retraite est proposé à 60 ans dans l'espoir d'un meilleur partage du travail. Nous nous proposons donc de pallier le déficit d'emploi par une formule simple, un nouveau partage du travail. Je rappelle notre objectif, 35 heures effectives en 85. La réduction de la durée du travail constitue de loin la mesure la plus créatrice d'emploi. Le passage aux 39 heures hebdomadaires, finalement, créera à peine 30 000 emplois. Mais la France est la seule en Europe à tenter une relance de la consommation par l'emploi. C'est un échec. Le cap des 2 millions de chômeurs est franchi. Dès 1984, Pierre Mauroy est contraint de renouer avec la rigueur. Le gouvernement s'attachera à résoudre les problèmes sociaux, mais il a engagé, vous le savez, dans tous les domaines qui sont décisifs pour l'avenir, et en particulier, il le fera dans le domaine de l'automobile, le projet français de modernisation de notre pays et de l'industrie automobile. Oui, mais la modernisation favorise les licenciements. Les robots chassent les hommes des ateliers. Entre 1980 et 1988, l'industrie française perd plus d'1 million d'emplois. L'UNEDIC a de plus en plus de mal à indemniser les chômeurs. Ses dépenses augmentent de plus de 60% entre 82 et 84. La crise éclate en 1984. Les entreprises et les salariés ne pouvant plus financer seuls les allocations chômage, l'UNEDIC fait appel à l'État pour prendre en charge ce qui relève de l'aide sociale. Par exemple, les pré-retraites, les allocations de fin de droit et plus tard le revenu minimum d'insertion, le RMI. Dès lors, le chômeur est de moins en moins bien indemnisé. Pour lutter contre la marginalisation, particulièrement celle des jeunes, on met en place une panoplie de mesures. C'est l'époque des TUC et des stages d'insertion en tout genre. Cette politique, très coûteuse, échoue la plupart du temps. Très peu de stagiaires trouvent un emploi durable. C'est l'apparition des nouveaux pauvres. Aux soupes populaires s'ajoutent les restos du cœur. Il fallait relancer l'idée de générosité parce que aujourd'hui, il n'y a plus que des clochards à nourrir. Il y a des chômeurs, c'est des gens qui ont une famille, qui ont un foyer. On a vu ici des gens qui viennent chercher 5-6 repas pour aller faire manger leurs enfants et leur famille chez eux. C'est à ces gens-là qu'on s'adresse.
Le Français privé d'emploi a peu de solutions. Le travail au noir ne représente que 4% environ du produit intérieur brut, contre 20% en Espagne. Cette soupape permet à l'Espagne d'amortir le choc d'une hausse vertigineuse du chômage. L'Espagne des années 60, isolée de l'Europe du fait du franquisme, peu industrialisée et avec une agriculture peu modernisée, n'est pas comparable à l'Europe du Nord. La majorité de la population vit à la campagne, d'une agriculture dont les emplois sont souvent précaires. La sécheresse chronique de la meseta castillane, où la terre est exploitée avec les méthodes de jadis et les moyens de toujours. Et ce plateau infertile, c'est la banlieue de Madrid, à moins de 10 km de la Puerta del Sol. La main-d'œuvre, des journaliers venus d'autres régions d'Espagne chercher un emploi provisoire. Et la récolte finie, le chômage pour la plupart. Qu'attendent-ils de l'avenir? Peu de choses. Cette résignation, qui peut nous paraître passive, nous la retrouvons même chez ceux qui sont allés chercher du travail ailleurs. Malgré son isolement, l'Espagne profite du boom économique des Trente Glorieuses. À la mort de Franco en 1975, Juan Carlos lui succède. L'Espagne démocratique compte peu de chômeurs. Son industrie est en expansion. C'est en 1980 que le gouvernement de centre-droit d'Adolfo Suárez instaure un système d'assurance chômage calqué sur l'Unédic française. Felipe González et les socialistes vont l'améliorer en 82 pour prévenir les conséquences sociales de leur politique. Leur marche forcée vers l'Europe jusqu'en 1986, date de l'entrée de l'Espagne dans le marché commun. Les restructurations alors vont aller bon train dans la construction navale et la sidérurgie. Résultat, en 1985, 3 millions d'Espagnols sont au chômage, mais l'Espagne est entrée dans le club des démocraties. Forte de cette image, elle attire les capitaux étrangers et Felipe González se lance dans une politique de grands travaux. Près de 800 000 emplois sont créés jusqu'en 1991. Après l'exposition universelle de Séville et les Jeux olympiques de Barcelone, l'emploi retombe. L'Espagne aujourd'hui compte elle aussi ses 3 millions de chômeurs. Séville, à l'heure de la sieste. Derrière les volets clos, une famille sur 3 connaît le chômage, 32% de la population active, le record d'Espagne. Ici, une affichette annonce des travaux de couture. Chez les Rodriguez, Maria, la mère, est la seule à travailler régulièrement, c'est-à-dire toute l'année, mais au noir. Maria s'est remise à la couture il y a 7 ans, quand son mari a dû abandonner son métier pour raison de santé. Ils ont 2 enfants, Francisco, aujourd'hui au chômage, et Maribel, infirmière, qui n'a jamais trouvé de travail dans le métier qu'elle a choisi. Triste, c'est rien de le dire. Pour moi, c'est tout le malheur du monde. Ça m'a coûté plus de 5 000 francs pour qu'elle ait son diplôme. Et maintenant qu'elle l'a, ça ne lui sert à rien. Elle est obligée de faire la saison des fruits, loin de moi. C'est triste de faire des sacrifices. Tout ça peut-être pour rien. J'ignore si c'est pour rien, mais j'ai peu d'espoir. En fait, voilà où nous en sommes. Maribel a 25 ans. Son premier travail, elle l'a trouvé ici, à 50 km de Séville, comme beaucoup de jeunes, diplômés ou non. C'est un travail saisonnier qui l'occupe 3 mois par an, le temps nécessaire pour toucher le chômage le reste de l'année. Des infirmières, il y en a d'autres qui trient les oranges. En ce moment, la sécurité sociale est en faillite. Ils suppriment même les postes d'infirmières titulaires. Alors moi, qui n'ai jamais eu de poste, c'est sans espoir.
Au chômage, je touche 1500 francs par mois pendant 9 mois. On peut vivre avec ça? Je crois que non. Mais vous vivez? Oh, ma mère m'aide beaucoup, je ne suis pas toute seule. En Andalousie, 40% des jeunes sont au chômage. L'économie, un temps dopée par l'exposition universelle, se réveille avec la gueule de bois. Francisco, le frère aîné de Maribel, s'est retrouvé sans travail le jour où l'Expo a fermé ses portes. Il était chauffeur. Les Sévillans disaient avant l'Expo « tous maçons » vu les travaux qui étaient lancés. Pendant l'Expo, tous serveurs vu le monde qu'il y avait. Et aujourd'hui, ils sont tous chômeurs. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui travaillent au noir. Alors pour faire bouillir la marmite, on fait de la couture, du ménage, tous les petits travaux de service. C'est important le travail au noir en Andalousie? En vérité, oui. Il n'y a pas autant de vrais chômeurs qu'on veut bien le dire. Il y a beaucoup de travail non déclaré. Alors on se sert de ces gens-là. Les gens touchent le chômage, mais travaillent à côté. Ça se passe comme ça ici. C'est la seule façon de s'en sortir ici? Bien sûr, ils ne pourraient pas s'en sortir autrement, vu les indemnités de chômage. Beaucoup de jeunes s'adaptent au système, non? Oui, surtout dans les zones rurales. Les jeunes s'habituent à toucher le chômage. Ils vont travailler juste ce qu'il faut pour toucher le chômage. Et comme ce sont des gens qui n'ont pas de charge de famille, eh bien ce sont des jeunes qui claquent leur argent le week-end. Ils s'habituent. C'est un mauvais pli, une mauvaise habitude. Comme il n'a travaillé que 6 mois, Francisco arrive en fin de droit. Sa chance, vivre chez ses parents à Séville et profiter le week-end des avantages de la maison familiale à la campagne. Ici, les asperges sont gratuites. Normalement, tout le monde ici au village a un petit jardin potager. Ça aide bien pour toutes les petites choses de la maison. Maribel a trouvé une passion plus lucrative. Elle élève des chevaux qu'elle loue pour la feria de Séville ou qu'elle vend un bon prix. Une façon d'améliorer l'ordinaire. À l'image de beaucoup d'Andalous, les Rodriguez vivent d'un peu de travail saisonnier, d'un peu de chômage et beaucoup de système D. Un système qui alimente près du quart de l'économie espagnole et permet d'atténuer les effets d'un chômage endémique. Les années 90 consacrent une situation antérieure dramatique pour ceux qui sont marginalisés, qui perçoivent le RMI, tandis que les gouvernants ont désormais le dos au mur. En Allemagne, c'est la réunification qui accroît le nombre de sans-travail. J'ai dit moi-même, il y a plus d'un mois, qu'en ce qui me concerne, je ne prendrai pas la responsabilité de m'adresser aux Français pour leur dire « votez pour nous » et vous aurez 300 000 chômeurs de moins à la fin de l'année. Ce serait mensonger, ce serait faux et ce serait démagogique. En revanche, quelle que soit la politique choisie, personne n'a trouvé de solution au chômage. Au contraire, le seuil des 3 millions est franchi presque en même temps en France, en Allemagne, en Angleterre et en Espagne. En France, le coût réel du chômage est évalué à plus de 400 milliards de francs. À ce fardeau financier s'ajoute le risque d'une marginalisation croissante d'une partie de la population. Fait nouveau, un certain nombre de grands patrons remettent en question la logique financière qui seule a prévalu jusqu'ici dans les entreprises. Côté salarié,
certains acceptent de partager le travail et de gagner moins pour éviter des licenciements. Et cela, même sans aucune protection juridique contre les abus éventuels. La lutte contre le chômage n'apparaît plus comme un rôle réservé aux hommes politiques. Cela devient davantage l'affaire de tous ceux qui, sur le terrain, peuvent avoir des initiatives. Démarche plus proche de la pratique allemande où le consensus l'a toujours emporté au bénéfice de l'emploi. Ainsi, jusqu'à la chute du mur de Berlin en novembre 89, et c'est encore vrai aujourd'hui pour l'ex-Allemagne de l'Ouest seulement, le chômage est inférieur d'un tiers à celui de la France, 2 millions au lieu de 3. 4 raisons à cela. Le baby-boom est plus tardif et plus limité qu'en France, la population active n'augmente pas aussi vite. Les syndicats pratiquent la cogestion avec le patronat sur la durée du travail. La formation professionnelle des jeunes permet une entrée précoce dans la vie active. Résultat, 2 fois moins de chômeurs qu'en France parmi les jeunes. 4e raison, enfin, l'industriel allemand réinvestit davantage ses gains de productivité dans son entreprise. L'industriel français est plus attentiste. Et pourtant, les gains de productivité sont plus importants en France qu'en Allemagne. Mais la réunification noircit le tableau. À l'Est, on compte actuellement plus d'1 million de chômeurs, auxquels viennent s'ajouter 2 millions de personnes en formation. L'industrie y est totalement désuète. Le prix de la modernisation en ex-RDA est d'autant plus lourd pour les Allemands qu'à l'Ouest aussi, les licenciements dans l'automobile, la chimie et l'acier ont commencé. Ne les appelez pas chômeurs, ils ne chôment pas. Ne leur dites pas qu'ils n'ont plus d'emploi, on les occupe. Centre hospitalier de Bourg, ex-Allemagne de l'Est, périphérie du Grand Berlin. La France a ses TUC, l'Allemagne ses ABM. Ils sont 60 000 à l'ouest, mais plus de 320 000 à l'est. ABM, une invention de la crise, un moyen d'éviter l'explosion sociale. Au lieu de rester chez nous à attendre les allocs, eh ben, on fait au moins quelque chose d'utile. Sinon, on serait beaucoup à se retrouver le cul par terre, on serait tous à la rue. 60% du salaire brut d'avant pendant 1 an, renouvelable une fois, et après, on verra. Lui est peintre, ABM. Sa copine, architecte, ABM elle aussi, et n'allez surtout pas leur dire qu'ils bricolent, ils créent. Leur projet, donner un peu de couleur au mur blanc d'une clinique pour enfants. Exposition des croquis définitifs, préparatifs pour l'inauguration, c'est le grand jour, les petits boulots peuvent aussi avoir leur bon côté. Bien sûr, les ABM, c'est une façon de camoufler les chômeurs, le chômage. Moi, j'espère seulement que beaucoup, comme nous, sauront profiter de leur ABM et en faire une chance pour déboucher sur quelque chose d'autre. Je pense que dans les domaines de l'art, de la culture, des sciences, je pense qu'à l'école ou dans le travail avec les enfants, il y a maintenant des projets grâce aux ABM, alors qu'à l'époque de la RDA, cela n'existait pas à la même échelle. Et vous, personnellement, en 1989, vous aviez pensé qu'un jour, on pourrait en arriver là? Non, bien sûr que personne n'avait prévu qu'il y aurait tant de chômeurs. Et alors? Vous voulez quand même pas qu'on se mette à reconstruire le mur, non? De la couleur, les murs de Marzahn en auraient bien besoin. Marzahn, quartier de Berlin, cité dortoir, triomphe de l'urbanisme social façon RDA. Bref, Marzahn, ou des kilomètres et des kilomètres de béton. 2 ans et demi après la réunification, de la délinquance, un peu, de la xénophobie, beaucoup, et surtout, énormément de chômage. Si Monika Vosny repasse l'aspirateur sur une moquette déjà propre, c'est que depuis 18 mois, elle n'a pas grand-chose d'autre à faire. À l'Est, la plupart des femmes avaient un emploi. Avec la réunification, ce sont les femmes les premières qui se sont retrouvées sur le carreau. À la chute du mur, on s'est fait des idées. On s'est dit qu'on irait faire nos courses de l'autre côté, à l'ouest, 2 ou 3 fois par mois. On s'est dit qu'on pourrait voyager. Mais le chômage, ça... Le rêve à l'occidental, seuls les jumelles y croient peut-être encore.
Après tout, c'est de leur âge. Enfants sages, mais enfants à charge. Loyer de l'appartement multiplié par 603 ans. Un loyer d'aujourd'hui 3 000 francs, soit très exactement le montant de l'allocation chômage de la mère. Budget de la famille, 3 000 marks à 5, soit 10 000 francs par mois pour faire bouillir la marmite. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que nous, en Allemagne de l'Est, on a été submergés par des produits importés de l'Ouest. Ça veut dire que nos usines, qui étaient encore capables de s'en tirer, on leur a laissé aucune chance de fabriquer des produits nouveaux. Il y avait tellement de produits de l'Ouest que les nôtres ne pouvaient pas faire le poids et qu'ils ont été éliminés du marché très vite. L'Allemagne unie compte officiellement 3,5 millions de sans-emploi, mais l'Allemagne d'aujourd'hui est frappée très inégalement. À l'Est, officiellement, 14,5% de la population active, plus du double du taux de l'Ouest. Si l'on y ajoute les ABM, les pré-retraites, les stages de reconversion, de formation, ce sont en réalité 5,5 millions d'Allemands qui n'ont plus d'emploi fixe. Dernier témoignage en France, il est cousin des précédents. C'est l'exemple d'un homme qui se bat désormais pour éviter d'être définitivement mis en marge de la société. Au début, quand je me suis retrouvé au chômage, je me suis dit, bon, je suis bon à rien, je ne sers plus à rien, je ne sais rien faire, quoi. C'est ce qu'on se dit. Et puis, on s'enferme dans un cocon, on s'enferme dans un monde à soi, dans le monde du chômeur, quoi. Ça va? Ça va. Alors, comment il va, Vincent? Il va bien. Et toi, ça s'est bien passé? Comme d'habitude. Comme d'habitude. Je t'ai préparé une lettre. J'ai fait une lettre aujourd'hui. Ouais. Si, il dort bien maintenant. Ça, j'espère. Il n'a que 34 ans, mais connaît le chômage pour la deuxième fois. Tu regardes? La première fois, c'était en 76. 90% du salaire brut pendant 1 an. Aujourd'hui, 57% de son dernier salaire d'installateur en téléphone. Sur son CV, un gros handicap, de multiples emplois, mais pas de formation. Il y a 17 ans, c'était surmontable. Je vais leur mettre mon CV. Quand on était au chômage, à cette époque-là, on arrivait à trouver du travail facilement, parce qu'on ne nous demandait pas systématiquement 3 tonnes de diplômes et de CV. On nous demandait en général pas grand-chose à l'époque, il suffisait d'avoir envie de travailler, quoi. On disait, voilà, je veux du travail, par exemple comme fleuriste. Bon, si on avait un petit peu de connaissances, c'était quand même un peu mieux. Mais il n'y avait pas de difficulté pour avoir du boulot, c'était facile à en avoir. À chaque fois que j'ai cherché du boulot à cette période-là, j'en ai toujours eu tout de suite. Alors qu'aujourd'hui, c'est plus dur. Honnêtement, la preuve, ça fait 1 an que je suis au chômage. Et la NPE vous aide ou pas? Pas du tout. Pour l'instant, la NPE ne m'a absolument proposé aucun emploi, quelles que soient les connaissances, dans quel que soit dans quelques domaines que ce soit dans mes connaissances, ou autres d'ailleurs. La seule chose que la NPE pour l'instant m'a proposé, c'était dans le cadre de l'AFR, une formation d'informatique. Et j'ai pas le niveau, donc quand j'ai passé les tests, ils m'ont remercié, quoi. Ils m'ont dit non, c'est pas la peine. Est-ce que vos voisins sont au courant de votre situation? Je ne pense pas, je ne sais pas. Disons qu'on ne parle pas tellement de ce genre de problème avec les voisins. Je sais qu'il y a d'autres chômeurs, qu'il y a notamment un autre chômeur dans l'immeuble, mais bon, on ne discute pas, quoi. C'est quoi? C'est une honte d'être au chômage ou... Quelque part, oui. C'est un peu comme si on était en dehors de la société, en dehors de la vie active, quoi. Comme si on était une autre personne. Comme si nous étions quelque chose qui ne sert plus à rien, quoi. Jean-Yves Lejeune sert pourtant à quelque chose. À Saint-Ouen, il se rend tous les matins à l'Association pour l'emploi, l'information et la solidarité, pour y aider les 800 autres chômeurs de la commune, bénévolement. Comme CDF, vous avez quittance de loyer sur vous?
qui serait bien, c'est que vous veniez donc mardi matin aux ACDIC. Mais avant, vous me complétez votre dossier, vous m'aidez à compléter votre dossier. Je viens demain, vous voulez, ou cet après-midi? Cet après-midi, c'est mieux. Bon, on les aide surtout pour des demandes d'aide matérielle, telles que le fonds social, puisque c'est quelque chose qui existe au niveau des ACDIC. Donc on essaye de voir s'ils y ont droit d'abord. Et puis on remplit un dossier avec eux, tout simplement. Il faut remplir beaucoup de papiers quand on est chômeur. Oui. Donc on aide les gens avec cette demande d'aide matérielle, on remplit un dossier avec eux. Vous-même, vous êtes chômeur. Oui. Ça aide d'aider les chômeurs? Oui, ça fait remonter le moral. On se sent utile à quelque chose. Et puis, moi je vois ici, je me sens utile d'une part, c'est vrai. Et puis je me sens moins seul. Tout simplement. Enfin, surtout, je me sens moins seul, quoi. Je sens qu'il y a quelqu'un qui est à côté de moi. Toutes les 2 semaines, Paola, la compagne de Jean-Yves, vient chercher ici son colis alimentaire. Pour eux, et surtout pour le bébé. Jean-Yves touche 4 000 francs de chômage, auxquels s'ajoutent 2 000 francs d'allocation jeune enfant. Les fins de mois sont difficiles à boucler. Rien n'est à négliger. Je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Paola, vous allez au secours populaire? Ouais. C'est quelque chose que vous faites souvent? Tous les 15 jours. J'y vais. Depuis la naissance de Vincent. C'est nécessaire? Ouais. Qu'est-ce qu'on vous donne là-bas? Pas manger. Et vous avez une aide au logement? Nous avons perdu notre aide au logement depuis la naissance de notre enfant. Notre appartement fait 30 mètres carrés. À 2, il faut avoir normalement 25 mètres carrés minimum. Et par personne en plus, il faut 10 mètres carrés en plus. Donc là, en l'occurrence, il nous faudrait 35 mètres carrés. Et on n'en a que 30. Donc il nous manque 4 mètres carrés. Pour 4 mètres carrés, on perd l'allocation logement. Malgré le logement, les factures et le moral en dents de scie, Jean-Yves Lejeune n'a pas baissé les bras. Pas encore. Oui, je me bats parce que j'estime que si on a cotisé, c'est pas pour rien, quoi. C'est pas pour ceux qui sont au gouvernement ou qui ont plein de fric. C'est pas pour eux qu'on cotise, c'est pour nous. Dans ce Géopolis, nous avons voulu simplement faire un état de la situation dans 4 des 12 pays européens. Conclusion provisoire, nul n'est à l'abri, et surtout pas ceux qui pensaient il y a quelques années, on vient de le constater à travers l'histoire des 4 dernières décennies, ceux qui pensaient que seuls les petits, les moins qualifiés, étaient menacés par le chômage. Il reste maintenant à trouver des solutions. C'est le formidable défi lancé non seulement par les 16 millions de chômeurs actuels en Europe, mais par les générations à venir, à tous ceux qui sont les responsables politiques européens.